L'idée est, pendant ces sessions de Lab Tour, c'est de vous montrer un petit peu comment est-ce que vous pouvez travailler avec nous et d'essayer de promouvoir un peu la facilité que c'est pour vous de venir, de montrer que ce lieu de prototypage est un lieu qui vous accueille à bras ouverts, quel que soit le type de profil que vous avez, que vous soyez jeune docteur, chercheur, professeur, peu importe, et de vous présenter un peu ce qu'on fait ici. Donc, je vais faire une partage d'écran pour que vous puissiez voir la présentation que j'ai prévue. Voilà. Alors, je pense que je suis en plein écran. Non. Voilà, excusez-moi. Comment je descends de l'écran? Voilà, très bien. Donc, à XFAB, l'espace de prototypage, je voudrais d'abord, dans un premier temps, vous expliquer à qui est-ce que ça s'adresse, comment est-ce qu'on peut aider les gens qui viennent nous voir et illustrer un petit peu ça de quelques exemples de collaboration. Un exemple de collaboration avec un laboratoire de recherche qui a déjà été effectué il y a quelques mois et qui s'est très bien passé. L'idée dans le public qu'on accueille à XFAB, c'est que ce n'est pas du tout un lieu qui est exclusivement réservé aux étudiants ou aux startups, comme j'ai pu souvent avoir l'impression que c'était perçu par les chercheurs, les gens qui travaillent dans les laboratoires. C'est un lieu qui est tout à fait ouvert, évidemment, aux étudiants, aux startups, aux corporates, mais aussi à tous les personnels de laboratoire, qu'ils soient doctorants, postdocs, titulaires, chercheurs, ingénieurs de recherche, peu importe. Et même plus largement que ça, globalement, moi, je suis toujours dans l'optique de recevoir quiconque est intéressé. Et puis, on voit sur le moment, sur le terrain, s'il y a des ajustements d'adaptation particulières à faire. En tout cas, mon but, c'est d'essayer de faciliter votre travail, de vous aider à réaliser des choses qui peuvent être parfois un petit peu délicates ou difficiles à faire dans vos laboratoires respectifs. Le type de service qu'on peut apporter, dans un premier temps, on apporte des services de formation au logiciel de modélisation 3D, par exemple, le maniement des machines de prototypage qui équipent l'espace de prototypage ici. Les logiciels de modélisation, ça peut être aussi bien Fusion 360, SolidWorks, CATIA, que les Rhino, Grasshopper, un logiciel de ce style. Évidemment, on adaptera ça à ce que vous savez déjà faire, s'il s'agit d'un approfondissement ou s'il s'agit vraiment de personnes qui n'ont pas du tout d'expérience sur le maniement de ces logiciels, ce sera plutôt d'aider à vous orienter vers les outils qui sont les plus adaptés à ce que vous souhaitez faire. Sur l'aspect machine, on a 1000 mètres carrés d'espace de machine ici, organisés en différents pôles. On a un pôle de prototypage électronique, un pôle de fabrication additive et découpe laser, un pôle d'usinage et machine, machine d'usinage et quelques inclassables qui sont un peu comme ça un peu partout. L'idée, c'est qu'on met à disposition un parc de machines d'impression 3D, de découpe laser. Le jet d'eau est en cours d'installation, c'est pas encore disponible. 2 machines d'usinage jusqu'aux 5 axes, 2 machines de finition, le sablage, la tribofinition, 2 machines de transformation du plastique. Et donc, on vous forme, comme je disais, à l'utilisation de ces machines, mais on apporte aussi la prestation, disons, l'aide d'accompagnement technique pour ce sur quoi ce sont des étapes qui ne sont pas forcément familières par rapport à l'expérience, aux expertises que vous avez. Et puis aussi, plus prosaïquement, on apporte aussi des espaces de travail, tout simplement. Si on a besoin de bricoler, qu'on a besoin d'avoir des établis, des ateliers, un endroit où on peut se poser, où on peut laisser du matériel si besoin. On peut faire ça de manière sécurisée. Vous pouvez venir avec votre matériel, repartir dans la journée. Il n'y a pas de problème. J'illustre ça avec quelques photos pour vous illustrer ce que je viens de vous décrire. Donc, le parc d'imprimantes 3D, on essaye d'être assez large pour pouvoir proposer différentes technologies, pour parler avec différents matériaux, que ce soit des choses basiques, très accessibles, avec des machines qui extrudent des plastiques classiques, que ce soit des matériaux un peu plus exotiques, si on veut faire des matières déformables, si on a besoin d'avoir des pièces qui soient dans des matières qui soient suffisamment solides, rigides ou dures, on peut utiliser les machines faites pour ça. Quand on a besoin de faire de la haute précision, on a aussi des machines d'impression 3D qui sont des technologies en stéréolithographie, qui sont des machines à la base, celles qu'on a été faites pour fabriquer des prothèses, des moules de prothèses dentaires, qui sont des machines qui sont de très haute précision, qui permettent de faire des tolérances à quelques dizaines de microns. Très prêt à pouvoir directement passer des modèles 3D des logiciels à des pièces que vous réalisez.
les machines de découpe, les lasers, comme je vous disais plus tôt. Ça, c'est ce qui permet vraiment de faire du prototypage très rapide. Donc, il y a des contraintes sur la conception et ce qu'on est capable de réaliser. Par contre, on va faire des pièces, ça prendra de l'ordre de quelques minutes de réaliser ces pièces, alors que l'impression 3D, ça peut prendre quelques heures, voire même toute la nuit pour les pièces un peu grosses, voire plusieurs jours pour les pièces vraiment très grosses. Donc, pour le prototypage très rapide, on a une machine de découpage. Souvent, les gens viennent pour l'impression 3D, puis finalement, c'est le laser qui les convainc de revenir le plus. Je parlais donc de la fabrication plus mécanique, alors vraiment depuis les outils et tout ce qui est plus basique, l'électromécanique portable et les machines d'usinage numérique. Là-dessus, on vous accompagne aussi, on vous aide et on vous forme pour vous aider à ce que vous puissiez réaliser tout ce que vous souhaitez faire dans vos projets. Et ce qui est en train d'être installé, donc c'est en cours, c'est dans l'espace, la grande salle qui est au fond de l'espace de prototypage. C'est là où j'installe toutes les machines plus grosses. Donc tout ce qui va être usinage traditionnel, donc c'est ce qui est en photo. Là, donc voilà, que ce soit tournage, fraisage, le pliage de tôle, les scies de gants. Et puis les machines un peu plus, voilà, pour revenir sur le numérique, là on voit une machine 3 axes de défonçage. Et puis un petit peu pour le bijou qui a été hier, c'est en train d'être installé, ça sera disponible d'ici probablement 4 à 6 semaines. On a un centre d'usinage d'Atron 5 axes de haute précision qui vient d'être livré et qui permettra d'usiner des pièces très complexes à de très très bonnes tolérances de fabrication. Donc ça, c'est des équipements en train d'arriver. Il ne me semble pas qu'il y ait des grands noms qui aient ça sur le campus aujourd'hui. Voilà. Je vais passer assez rapidement là-dessus. Je n'ai pas beaucoup de temps. Pour illustrer un exemple de collaboration qui s'est passé dans le courant de l'été dernier, j'ai travaillé avec Antoine Cauchois et Ali Majoub du LNR sur le projet Apollon. L'idée, donc la contribution de SFAB, c'était des idées à réaliser un système de calibration des lasers utilisés sur une cible cristal YAG dans le projet Apollon. Et l'idée était de réaliser un système de marquage qui soit compatible avec l'utilisation dans une chambre sous vide. Et donc, évidemment, on s'est approprié en utilisation d'encre de toutes sortes et on ne voulait pas prendre le risque de faire de l'usinage et de la gravure directement sur le cristal, qui est très coûteux et très fragile. Et on est arrivé à l'idée que nous pouvions, sur un cinéfoil, donc c'est une sorte de film aluminium recouvert d'une fine couche anodisée, on utilise une machine de laser pour graver des mires directement gravés sur l'aluminium et on place le filtre aluminium derrière le cristal. Et donc, c'est ce qui a été utilisé expérimentalement sur le site et qui a donné pleinement satisfaction. Donc voilà, même dans des grandes expériences d'importance, parfois des petits détails peuvent gripper la machine et demander à une solution pratique d'être trouvée. Et nous, on peut parfois intervenir sur ces choses-là. On intervient souvent aussi sur la fabrication voilà, de structures expérimentales, de dispositifs, de boîtes de contrôle d'unité. Voilà. Il vaut mieux, plutôt que de faire une liste non exhaustive des différents projets qu'on a réalisés pour les différents doctorants et postdocs qui sont venus, et chercheurs, le mieux, c'est que vous vous posez des questions, vous pensez que vous n'avez pas chez vous de quoi réaliser le dispositif, venez me consulter, écrivez-moi, venez voir, et on essaiera de voir ce qu'on peut trouver comme solution ensemble. Voilà, c'est la fin de la présentation. Je vous remercie. Je pense qu'on va laisser la parole à Max Ricci, et puis si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai présenté, on y reviendra juste après. Je vous remercie. Merci. Merci. Donc, j'enchaîne directement. Oui, allez-y. Merci. Donc, donc, moi, je suis l'exemple de la personne qui a directement profité de tout ce que Cyril vient de montrer. Ça fait presque 2 ans que je suis plus sur le plateau, mais bon, les images ont évoqué des belles souvenirs du Fab Lab. Donc, merci pour ça. Donc, pour commencer au début, donc moi, j'étais doctorant au LOB. J'ai commencé en 2012. Et à l'époque, je travaillais sur les membranes cellulaires. Donc, j'étudiais les récepteurs membranaires, donc des protéines qui bougent dans ces membranes. Et j'utilisais des nanoparticules luminescentes pour étudier le mouvement et après pour faire des analyses là-dessus. Et c'était pendant ce temps-là qu'on a eu l'idée avec mes encadrants Tivoni et Cédric d'utiliser les mêmes nanoparticules et leurs propriétés physico-chimiques assez uniques dans une application de diagnostic in vitro. Donc, les nanoparticules, sont issues de quand même beaucoup d'années de recherche
du LOB et aussi le PMC de l'équipe de Thierry Gacouin. Et donc, directement après ma thèse, on avait commencé le développement vers une application dans un format sur microplaque. Et en parallèle, on a postulé à la première promo de l'accélérateur de start-up qui venait de se créer à l'époque. Donc, on a fait une première tour d'accélération de start-up. Et après, on a fait un deuxième tour d'accélération aussi en 2017. Et donc, pendant ce temps-là, on a continué à développer la technologie vraiment grâce alors à la fois grâce au soutien des laboratoires au niveau technique, mais aussi grâce au soutien de la cellule entrepreneuriale pour mettre en place alors, différentes choses parce que pour monter un business, il y a plein de choses dont on n'est pas conscient en tant que chercheur au début. C'est la nécessité d'avoir un business plan, d'avoir un plan très précis de ce qu'il faut faire, de comment on va vendre, de comment on va produire à long terme. Et donc, le programme d'accélération nous a beaucoup aidé à mettre ça en place. J'avais aussi fait un cours entrepreneurial qui, à l'époque, était donné par Bruno Martino, qui a aussi contribué à éclaircir les idées dans ma tête de l'application finale. Parce que tout au début, il y avait plusieurs applications qui étaient possibles. Il fallait choisir un, et du coup, c'est aussi comme ça que l'application de diagnostic médical a été choisie et a été développée. Donc là, au début, comme j'ai dit, on était sur une technologie de microplaque. On a pivoté vers une technologie sur bandelette. Donc actuellement, ce qu'on fait maintenant, c'est on développe des tests sur bandelette, donc des tests rapides, utilisant ces nanoparticules. Donc c'est des nanoparticules qui agissent en tant que sonde de détection à la place des sondes typiques. Donc typiquement, c'est des nanobidors qui sont utilisés. Et ce qu'on voit, c'est qu'on peut être jusqu'à 100 fois plus sensible avec nos nanoparticules sur les bandelettes. Donc, ça veut dire qu'on peut détecter des concentrations plus faibles sur bandelettes. Dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut détecter plus tôt. On élargit le champ temporel de détecter des cas qui peuvent être ratés par des tests rapides classiques, puisqu'ils ne sont pas vraiment très sensibles. Et du coup, on limite comme ça les transmissions dans le cas des maladies infectieuses. On limite comme ça des transmissions et des nouveaux cas d'infection. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pour mettre cette technologie en œuvre, il y a les bandelettes, il y a les nanoparticules qui vont sur les bandelettes, mais il y a aussi un lecteur qu'on a dû développer. Et donc, la première itération du lecteur a été faite aussi avec l'aide du Fab Lab à l'époque. Donc, on a... alors là, je peux partager une image. Alors, est-ce qu'on voit? Oui, tout à fait. Oui. Donc là, on voit l'évolution des lecteurs, des prototypes jusqu'au lecteur pré-industriel qu'on a actuellement. Donc, tout à gauche, c'est la boîte noire. C'est ce qu'on a pu... alors à la fois imprimé en 3D grâce à l'accès au Fab Lab à l'époque. Donc c'était les premiers prototypes. Bon, la coque et donc tout ce que vous voyez là, ça a été imprimé au Fab Lab, et après avec aussi l'aide des ressources des laboratoires, donc un accès au personnel, donc les électriciens, les mécaniciens. On a mis ça en œuvre, on a pu faire les premières manips. Donc, bien entendu, à l'époque, la société n'a pas encore été créée, donc l'Umedix existe depuis été 2018. Et ça, c'était en 2017. Donc même avant la création, on a pu faire les premiers essais, donc ce qu'on appelle les preuves de concept, les preuves de faisabilité, pour montrer que la technologie marche, que c'est prometteur et que ça vaut le coup de poursuivre. Et donc, par la suite, une fois qu'on avait démontré ça, on a itéré. Donc, il y avait le lecteur blanc que vous voyez et le lecteur gris.
qui ont été financés, et aussi le lecteur, la boîte noire sur l'image à côté, qui ont été financés au total ou en partie via un projet de maturation de la SAT Paris-Saclay. Donc ça, c'est aussi une ressource à disposition aux entrepreneurs ou aux chercheurs qui veulent poursuivre un projet entrepreneurial. C'est les SAT, il y en a différentes. La Polytechnique, c'est la SAT Paris-Saclay qui est la plus proche et qui finance justement des projets technologiques pour maturer la technologie et de l'amener d'un niveau de ce qu'on appelle TRL, donc Technology Readiness Level, plutôt bas vers un niveau pré-industriel. Donc ça finance directement les établissements pour faire maturer la technologie. Donc grâce à ça, on a itéré, on a fait plusieurs protos qui nous ont aidé d'avancer sur le développement. Et maintenant, donc actuellement, le lecteur qui est notre lecteur pré-industriel qu'on est en train d'industrialiser, c'est celui tout à droite. Donc en bas, c'est le design industriel, c'est l'image du design. Et bon, dans la vraie vie, c'est une photo que j'ai prise ce matin, ça ressemble à ça. Donc c'est un lecteur portable qui lit les cassettes avec les bandelettes et qui est piloté du coup avec un smartphone qui tourne une app et qui sert à la fois piloter et récupérer les données du lecteur. Donc voilà où on est. Ça, c'est bon. Et sur tous les niveaux, on a été accompagné, on a eu de la chance d'être bien entouré par des gens qui nous ont aidés à mettre ça en œuvre. Après, alors, au niveau des points, disons des points de vigilance, ou des points disons qui sont un peu différents et auxquels il faut faire attention en passant d'un poste de chercheur vers l'entrepreneuriat, ou au moins c'est les points que moi je me suis noté, que moi j'ai réfléchi, c'est ça les points importants à noter. C'est que en fait le plus grand challenge, à mon avis, c'est souvent qu'on n'est pas conscient du fait que ou l'effort qui est nécessaire en fait, d'amener une idée ou le début d'une technologie vers un produit final. Donc, bon, je m'explique. Par exemple, dans le cas de technologies comme je vous ai présenté avec une bandelette, avec un lecteur, alors les grandes étapes très générales, c'est d'abord on fait une preuve de faisabilité, une preuve de concept pour montrer que ça marche. Après, on développe la technologie, donc c'est-à-dire on optimise, on robustise. Donc, c'est des tests de répétabilité, reproductibilité. Et une fois que ça s'est figé, il y a un transfert vers la prod. Donc, nous, par exemple, on n'a pas vocation à produire à grande échelle les produits. Donc, on a quand même l'ambition de produire des millions de tests et des milliers de lecteurs qui vont avec. Mais on n'a pas la capacité pour ça, on n'a pas vocation actuellement à acquérir la capacité de produire ça. Donc, on a des partenaires. Et quand on passe en production et quand on passe d'une échelle à l'autre, et il faut produire du volume, on se rend compte des contraintes qui ne sont pas forcément les contraintes qu'on a en tête quand on travaille sur des petits volumes ou des petites quantités. Pareil pour la mise en place de la vérification de la qualité. Donc, tout ce qui est qualité, système qualité et vérification des lots, tout ça, je dirais, c'est des choses qui prennent beaucoup plus de temps que les premières étapes. Donc, en tant que chercheur ou quand on est dans la recherche, en fait, on est seulement confronté à la première étape, donc la preuve de concept, parce qu'on fait des manips, on essaye, on voit si ça marche ou pas. On voit à quel point ça marche. On essaye d'améliorer un petit peu, mais tout ce qui vient après, on ne connaît pas vraiment. En tout cas, moi, je ne connaissais pas. Et donc, ça, c'était disons une courbe d'apprentissage
qui était, disons, une des plus dures à surmonter. Et au final, il y a aussi tout l'aspect réglementaire. Donc, bon, les aspects réglementaires, c'est différent pour chaque domaine, mais dans le médical, il y a des réglementations assez lourdes. Et ça aussi, c'est des choses dont on ne se rend pas compte forcément au début. Voilà. Donc, c'est pour ça que pour arriver, c'est très important. Et donc, ça, c'est un conseil que j'ai pour tous qui souhaitent aller sur ce chemin d'entrepreneuriat ouais, je pense que qui est un des plus durs que je connais, mais aussi un des plus, disons, satisfaisants si on réussit. C'est de s'entourer par des gens qui peuvent vous aider, sur certaines phases. Donc, ça peut être des partenaires, ça peut être des mentors. Moi, d'ailleurs, un des mentors que j'ai eu via le programme d'accélération des startups, Alix est devenu un de mes associés et il a cofondé la boîte avec moi. Et ça peut aussi être des programmes d'accélération, des incubateurs qui justement sont là pour aider aux nouveaux entrepreneurs d'accélérer et disons, de franchir des étapes en quelques semaines qui normalement prendraient à des nouveaux initiés plutôt des mois, des années. Donc, c'est vraiment une aide très importante dont il faut profiter. Et le point final, donc le point final sur lequel je vais terminer, c'est que avant de commencer, c'est très important aussi de se poser la question pourquoi je veux poursuivre l'entrepreneuriat. Parce que comme j'ai dit, bon, c'est une des choses les plus dures que je connais. Et pour réussir, faut traverser les périodes dures et les périodes difficiles. Et si on ne s'est pas posé la question de pourquoi je veux le faire profondément, on ne va pas réussir à traverser la période difficile pour arriver à la réussite à la fin. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Max Rickly. Merci beaucoup pour votre partage et témoignage. Très intéressant. On va tout de suite enchaîner sur les questions-réponses. Est-ce que vous pouvez, enlever votre partage d'écran? Merci beaucoup. Comme ça, on se voit. Merci beaucoup. Voilà, donc on a à peu près une dizaine de minutes si vous êtes toujours disponible pour vos questions, vos remarques également. Vous pouvez aussi N'hésitez pas. Oui, vous pouvez les écrire. Voilà, c'est l'idée. Question pratique. J'ai une question pratique. Donc, je suis directeur du laboratoire PMC. Et donc, justement, quelles sont un peu les modalités d'accès à cet espace Fab Lab? D'accord. D'accord. Alors, dans un premier temps, il n'y a pas de contrainte particulière pour accéder. En fait, il suffit de prendre contact avec moi par téléphone, par email. On organise rendez-vous, on discute de vos projets, de ce dont vous avez besoin. Et j'essaierai toujours de faire en sorte qu'on puisse se lancer sur les projets, répondre à vos problèmes aussi vite et simplement que possible. Maintenant, si les besoins que vous avez demandent, par exemple, de monopoliser un temps machine conséquent, d'utiliser beaucoup de consommables, etc., dans ce cas-là, il faut qu'on discute entre nous de quelle manière est-ce que le laboratoire va participer à financer les consommables qui sont utilisés. Voilà. Maintenant, comme je vous disais, tant qu'on est sur des projets qui sont de petite moyenne échelle, j'essaie de faire en sorte que ça soit transparent pour le laboratoire et que vous puissiez me consulter quand on travaille directement. Merci. Je vous en prie. Alors, il y a 2 participants qui ont levé la main, mais n'hésitez pas à poser vos questions directement. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, alors, de toute façon, n'hésitez surtout pas, Mathilde, tu pourras partager la présentation ensuite. Oui. Vous n'avez pas forcément tous
noter mes coordonnées. N'hésitez absolument pas à me contacter, ne serait-ce que pour me consulter, pour poser les questions que vous voulez, pour me parler plus spécifiquement de votre projet. Voilà. Je vous encourage vraiment à prendre contact avec moi et ce sera avec plaisir que je vous recevrai. Madame Starikovskaya avait une remarque peut-être? Allez-y, monsieur, vous étiez le premier. D'accord. D'accord, merci. J'ai deux petites questions à monsieur Hasson, si c'est possible. La première question, est-ce que ce sera possible de vous mettre en contact avec notre ingénieur? Je suis de LPP, laboratoire de physique des plasmas et directrice des recherches. On a maintenant un ingénieur jeune qui est leader des teams mécaniques et ingénieurs. Je pense qu'il n'est pas là. Je ne le vois pas ici, mais je voudrais vraiment bien que vous fassiez votre connaissance. Je pense que c'est comme price list ou quelque chose comme ça, on peut s'orienter un petit peu au niveau des prix. Comme je disais, pour tout ce qui va être des collaborations de petite moyenne échelle, je ne vais rien facturer particulièrement. C'est uniquement quand on va aller sur des projets à plus grosse échelle qui monopolisent du temps machine un peu plus longuement ou qui moi, personnellement, me monopoliseront pour travailler pendant un temps assez important sur votre projet. Et dans ces cas-là, à partir de là, on commencera à discuter de comment est-ce qu'il faut conventionner si je peux me permettre, c'est quoi votre intérêt, travailler gratuitement? Juste veux comprendre. En fait, mon intérêt, c'est juste que on fait partie de l'école polytechnique, on est tous dans le même campus. Là, dans ce qu'on promeut en fait avec le LabTour, c'est vraiment de mettre en avant les services qu'on apporte au laboratoire. Maintenant, pour que vous compreniez un tout petit peu le contexte et comment ça s'articule et pourquoi on fait cette promotion, c'est que nous, on reçoit des projets d'entrepreneurs et on essaie de les accompagner au mieux. Et une des manières qu'on a de les accompagner au mieux, c'est par exemple d'essayer sur des problématiques particulières de les connecter avec des chercheurs qui sont experts de ces questions-là. D'accord. Avoir un avis consultatif. C'est création des réseaux, ok. Du coup, moi, j'ai le rôle assez facile parce que j'ai peu à vous solliciter, j'ai au contraire beaucoup plus à vous offrir des services et des solutions. Mais merci beaucoup. Un bon moyen de démarrer la relation et puis une fois qu'on se connaît, qu'on travaille ensemble, si moi je vous consulte pour vous demander votre avis sur quelque chose, on aura déjà travaillé ensemble, vous aurez déjà, on aura pu commencer une relation. Voilà. Merci beaucoup. Vu que M. Gacouin avait une oui, enfin, ce n'était pas une question, c'était juste un commentaire pour dire que donc moi, je m'occupe du département de chimie. Et donc, on met en place, suite à des discussions qu'on avait avec le Drake il y a quelques années, on met en place une salle aussi d'accueil de chimie, donc avec à disposition les équipements du département. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment localisé dans le département pour pouvoir avoir aussi un espace d'accueil pour tout besoin en chimie. Ça peut être du décapage de pièces, comme ça peut être des choses un peu plus sophistiquées, et donc en proximité assez directe avec les travaux pratiques. Donc, il y a aussi des gens qui sont susceptibles de venir aider pour donner du matériel ou des choses comme ça. Et d'ailleurs, à ce propos, alors ce n'est pas forcément le contexte puisqu'on est une quinzaine là, mais il faudra absolument qu'on se connecte pour qu'on articule mieux le fonctionnement de nos structures. Effectivement, le labo de chimie en face de mon bureau, juste là, c'est vraiment dans les locaux de l'espace de prototypage. Donc, ça sera bien d'essayer d'articuler ça au mieux. Bon, j'ai plusieurs questions. Alors, j'ai peur qu'on n'ait pas le temps. Peut-être des réponses rapides me suffiront. Votre espace de prototypage, il est en libre service pour les manips qui sont simples? Ou c'est toujours vous qui faites les choses? Non. Alors, en fait, l'idée, c'est que vraiment, on veut accompagner les projets et amener les utilisateurs au niveau d'autonomie qui leur permet de travailler par eux-mêmes. La réponse, ça suffit. J'ai lu ma réponse. C'est parfait. Voilà. Deuxième chose, j'ai créé une entreprise il y a 20 ans à Lix. Il n'y avait pas tout ça, bien sûr. On s'est souvent posé des problèmes de collage. Vous avez des capacités de collage? Thermocollage, enfin, tous les systèmes. Parce que... Alors, non, on n'a pas de thermocollage. Aujourd'hui, on est vraiment sur des choses traditionnelles. Vraiment on a les colles et puis on fait les montages mécaniques, montage vissé, etc. Mais s'il y avait des besoins simples comme cette technique, vous les mettriez en œuvre ou pas? En fait, au cas par cas, s'il y a une demande spécifique qui arrive et qu'on se rend compte que ça serait intéressant de s'équiper, à part si on parle d'investissement très conséquent, mais si ça peut être intéressant d'avancer par rapport à une demande parce que c'est quelque chose qui pourrait être amené à, déjà nous, à nous renforcer techniquement, à être capable de proposer ces techniques à d'autres, ça peut être l'occasion justement de déclencher un investissement.
Parce que je pense que l'Humedix a eu des problèmes de collage. Alors maintenant, j'ai une question pour l'Humedix. Ce n'est pas clair dans votre plan si vous donnez des licences ou si vous sous-traitez les fabrications et c'est vous qui commercialisez. Ce n'est pas du tout pareil du point de vue de l'effort que vous avez à faire pour industrialiser. Oui. Bon, la réponse courte, c'est on fait les deux, quand même. Donc, alors, je m'explique. On a des développements propres. Alors, donc pour donner le contexte, donc nous, on développe surtout la plateforme de détection. Donc, on ne développe pas nos propres ligands. Donc, les ligands, soit on a des partenaires, soit on a des clients. Donc, en premier lieu, on développe nos propres tests parce que sur certains axes stratégiques, on a des partenaires qui ont des ligands performants et disons, avec notre méthode de détection, on peut être beaucoup plus performant que les tests actuels. Et donc là, pour ça, comme j'ai dit, on a des partenaires pour l'industrialisation, donc pour vraiment monter en échelle. Donc on a des partenaires pour développer les bandelettes qui ont des capacités industrielles que nous, on n'a pas. En parallèle, on a aussi des clients. Donc c'est surtout des partenaires, donc les fabricants des bandelettes actuelles, qui ne sont pas positionnés sur des axes stratégiques que nous on vise, donc pas les maladies infectieuses, mais qui ont quand même des besoins de sensibilité de leurs propres tests. Donc là, j'ai surtout parlé de la sensibilité, mais on peut aussi ajouter une notion de quantifiabilité aux tests bandelettes avec les nanoparticules qui n'existent pas actuellement. Et donc, soit ils veulent intégrer l'aspect quantifié dans leur bandelette, soit être plus sensibles. Et donc là, on commence avec des études de faisabilité. Donc, eux, ils nous envoient leur système, nous, on intègre des nanoparticules, on leur montre que ça marche. Et après, on rentre dans un co-développement. Et donc là, à la fin, l'idée, c'est qu'eux, ils prennent une licence sur l'utilisation des nanoparticules dans leur système. Mais après, nous, on s'occupe principalement des premières deux phases. Donc, la preuve de concept, la faisabilité, éventuellement un petit peu d'optimisation, mais tout ce qui est industrialisation et production par la suite, c'est eux qui le font. En fait, votre propriété intellectuelle, c'est les particules. Alors, on a plusieurs familles de brevets qui d'ailleurs appartiennent à Polytechnique et CNRS sur lesquels on a des licences exclusives via la SAT. Mais oui, donc il y a une protection sur les nanoparticules et leur usage aussi dans les bandelettes. Leur mise en œuvre dans les bandelettes. Ouais. D'accord. Merci. Vous avez une question? Juste une petite question, si possible. J'ai essayé de suivre le site web qui était indiqué sur c'est Polytechnique Entrepreneurship Affaires. Et donc, je ne peux pas des extérieurs. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. On a un petit souci technique qui est en ce moment qui n'est pas dû à notre propre responsabilité. En fait, il y a un problème de serveur au niveau c'est dû aux incendies qu'il y a eu chez OVH. D'accord. Donc, ça sera disponible plus tard. Okay. Ça sera disponible. Il faut regarder d'ici demain, voire lundi ou plus tard. OK. Voilà. OK. Donc, c'est vraiment okay. Voilà. C'est très ponctuel. D'accord. Est-ce que vous avez une question et on a le temps pour une question supplémentaire? Non. Merci beaucoup. C'est ça, parce que c'est vraiment très intéressant. Pour moi, première présentation, c'est plus proche justement par ce que je fais et je rêve vraiment de collaborer. Et, voilà, parce que n'hésitez surtout pas. Ça sera avec plaisir que je vous recevrai. Parce qu'on travaille vraiment avec petit manip et on a ces problèmes régulièrement. Oui. Donc, merci beaucoup. Merci. Monsieur Claude Weisbusch, je ne sais pas si on prononce comme ça, mais Weisbusch, vous avez une question? Une remarque? Non. Non, j'applaudissais, c'est très bien. Moi, j'aurais bien aimé avoir ça il y a 20 ans quand on a commencé. On a perdu beaucoup de temps à cause de ça. Moi, ce que je remarque quand même par rapport, c'est un excellent, pour moi, début. On est encore loin des capacités qu'ont n'importe quelle, je ne parle même pas des écoles polytechniques ailleurs, hein, suivez mon regard, vers l'Est. Mais on est très loin des capacités qu'on a pour pouvoir faire des petits objets. Hein. Je ne sais pas où, dans notre labo, on n'arrive pas à faire des contacts, par exemple, des contacts électriques. Alors, je suis d'accord, vous êtes plutôt en fabrication mécanique,
mais il manque tout le reste. Hein. Il manque, Là, je suis content d'apprendre qu'il y a de la chimie, parce que nous, on avait besoin, Thierry, si tu te rappelles, les signalisations, tout ça. Donc, j'espère qu'il y a moyen de faire de la signalisation chez vous, dans votre plateforme. Enfin, il y a besoin de plein de choses quand on fait de la détection de maladies infectieuses. Hein. C'est-à-dire, effectivement, il y a beaucoup de besoins, ça arrive au fur et à mesure. Je sais que là, dans une semaine, il y a un conseil RH qui est programmé, un comité RH qui déterminera si on pourra compléter l'équipe, notamment pour tout ce qui est lié à l'électronique, où aujourd'hui on est assez faible et qui sont des besoins récurrents et importants. On a aujourd'hui le défaut de ne pas avoir un vrai chargé de programme électronique, un ingénieur compétent sur le sujet. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est 2 personnes pour animer 1000 m² d'espace de prototypage. Donc, on fait avec les moyens qu'on a. Mais effectivement, ça mériterait d'être complémenté de compétences supplémentaires. Je pense qu'il faut un effort concerté. Nous, on va proposer qu'il y ait une petite salle blanche de proximité, comme il y a partout, sauf à l'école polytechnique, mais qu'il y ait une petite salle blanche de proximité qui serait bonne aussi pour les startups, pour tout le monde, hein, c'est clair. Donc, il faut qu'on ait un ensemble de capacités pour couvrir à peu près les besoins qui sont assez variés quand même, des startups de luxe. Si je peux me permettre, remarque aussi, pour moi, le plus important dans cela, qu'il y a quelqu'un qui est propriétaire dans le sens qu'il y a quelqu'un qui est responsable de tout cela. Donc, il y a un coordinateur. Et il y a quelqu'un qui dit « c'est machine à moi, tu ne fais pas ça ». Et donc, je pense qu'en utilisation en commun, c'est hyper important. Donc, merci beaucoup. Bon, merci. Je pense qu'on va clôturer sur vos remarques. Merci beaucoup de votre participation. Merci beaucoup, Max Rickli, de votre intervention très intéressante. Et puis, surtout, n'hésitez pas à contacter Cyril Esson pour venir directement le rencontrer et puis visiter l'espace de prototypage et puis à nous contacter aussi à la direction d'entrepreneuriat via le site. Donc, il sera très bientôt opérationnel. Merci beaucoup. Et donc, la session est enregistrée. Et donc, on vous l'envoie d'ici 48 heures. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. À très bientôt. Au revoir.